nous allons commencer cette première conférence qui s'appelle Regard croisé. L'objectif, c'est de partager notre façon de travailler sur le handicap visuel. Aujourd'hui, notre grand témoin, c'est en même temps quelqu'un qui est associé à nos travaux depuis très longtemps, qui est Gilbert Montagnier, que tout le monde connaît, beaucoup plus que tout ce que nous faisons ici. On considère qu'il y a à peu près 50 millions de personnes affectées entre l'Europe et les États-Unis par ce qu'on appelle la basse vision, donc une vision inférieure à 3/10 sur le meilleur œil, et 700 millions dans le monde. Qu'une personne sur 1000 se définit comme aveugle, à peu près 3% malvoyants, 400 000 personnes de plus de 75 ans sont malvoyantes et on considère qu'il y a à peu près 30 à 40 000 nouveaux cas par an. Ce nombre ne fait que grandir en dépit des progrès de l'ophtalmologie puisque nous soignons de mieux en mieux un certain nombre de pathologies, mais il n'y a pas de quoi pavoiser parce qu'il reste encore autant de malvoyants et d'aveugles parce que la population vieillit et donc des maladies comme celles liées par exemple au vieillissement, la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou d'autres comme le diabète par exemple occasionnent des complications ou le glaucome qui vont s'aggraver avec l'âge. Donc il est prévu un quasi-doublement du nombre de malvoyants liés à ces pathologies entre 2020 et 2030 à peu près. Une grande partie des maladies qui aujourd'hui sont responsables de cécité ou de malvoyance correspondent à des maladies de la rétine. Il y a une zone très particulière de la rétine qui est tout à fait au centre, qu'on appelle la macula, qui est une zone qui nous permet vraiment de lire, de reconnaître les visages et qui est la cible de très nombreuses pathologies et tout particulièrement d'une maladie liée au vieillissement. La première cause de baisse de vision, c'est la cataracte, mais ça se soigne. La première cause de cécité totale, ça reste le glaucome, ce qui est tout à fait aberrant puisque le glaucome bien soigné ne doit pas évoluer vers la cécité, mais on sait qu'en France, 50% des glaucomes ne sont pas diagnostiqués assez tôt. La première cause avant 50 ans de baisse de vision, c'est la rétinopathie diabétique. Après, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Notre stratégie, c'est d'essayer de préserver et d'améliorer la vision et pour ceux qui l'ont perdue, d'essayer de restituer une partie des capacités. Alors les principales pathologies sur lesquelles nous focalisons nos efforts sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les complications du diabète, le glaucome et les maladies génétiques qui sont très diverses, qui surviennent très tôt dans la vie et qui, en termes de nombre d'années de vie, sont responsables d'un nombre très important de patients que nous voyons ici, puisque nous sommes un centre national de référence sur ces maladies. Et pour accélérer l'innovation, il faut rapprocher l'ensemble des acteurs et surtout il faut rapprocher l'ensemble des acteurs des patients et faire des patients des acteurs eux-mêmes de cette innovation. L'enjeu, c'est l'autonomie. Ça implique aussi de rapprocher les chercheurs, les biologistes, mais aussi des physiciens, des mathématiciens, des roboticiens, mais aussi des spécialistes de locomotion, des psychologues. L'ensemble de ces approches doivent être rapprochées du patient pour faciliter les synergies entre chercheurs cliniciens et chercheurs multidisciplinaires, mais aussi rapprocher les industriels, puisqu'il n'y a pas d'innovation qui arrive jusqu'au patient sans qu'un industriel, à un moment donné, le développe. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'entreprises qui sont sur le site et des industriels qui travaillent avec nous. L'ensemble a reçu des soutiens publics, bien sûr, en particulier de la ville de Paris et de la région, mais de l'État aussi. Mais c'est aussi beaucoup le soutien des donateurs qui nous permet de lancer des nouveaux projets. Le coût est très important, le coût humain d'abord et le coût pour la société. Il est estimé pour l'Europe que c'est 550 milliards d'euros par an, le coût de la malvoyance, 3 000 milliards dans le monde. Mais maintenant, on va accueillir notre grand témoin qui va vous parler de son vécu par rapport au handicap. Donc c'est Gilbert Montagnier. La déficience visuelle est un problème sociétal extrêmement important. Nous, on arrive dans un monde où rien n'est prévu pour nous. Dans les télévisions, dans les émissions que j'entendais, jamais on parlait des aveugles, jamais on parlait de ce qu'on a à apporter. On nous parlait toujours des modèles qu'il faut suivre, de ce qu'on avait à apprendre, mais jamais de ce qu'on avait à apporter. Donc quand j'ai commencé mes premières émissions, je voulais parler de ça. Il n'y a pas un pays au monde qui est vraiment motivé pour faire vraiment ce qu'il faut pour les personnes handicapées. Sinon, on aurait avancé vraiment. Il faut faire des produits accessibles au plus grand nombre. Maintenant, on a de plus en plus des choses en digital, donc il n'y a plus rien. C'est tactile, mais tu ne peux rien toucher. Sauf s'il y a une vocalisation d'office qui est intégrée. Et ainsi, on supprime un peu le surhandicap. Pour moi, c'est ça le plus criant dans nos sociétés, c'est le surhandicap. C'est-à-dire à chaque fois que quelque chose n'est pas prévu pour toi, en deçà de ton handicap, d'accord, physique si on veut, eh ben, tu as un surhandicap. Dans les différentes étapes de nos rencontres, il y a eu un moment où Gilbert a été chargé d'un rapport, et il l'a fait avec sa femme,
et toute une équipe, en fait, à la demande de Xavier Bertrand à l'époque, sur le handicap et sur l'accessibilité. Et donc il a eu l'occasion de mettre en œuvre quelque chose, je crois, qui te tenait beaucoup à cœur depuis pas mal d'années, puisque cette absence d'écoute dans la société par rapport aux handicapés visuels était quelque chose que tu considérais comme inacceptable. Il y a eu cette opportunité, donc tu m'as fait venir très vite pour qu'on en parle, pour qu'on essaie de faire un inventaire des solutions possibles. Il est très important que nous allions de l'avant. Je ne sais pas s'il y a des donateurs aujourd'hui, j'espère qu'il y en a. Parce que s'il y en a, vous avez beaucoup fait jusqu'à maintenant, mais là, il va falloir commencer à appuyer sur l'accélérateur très sérieusement pour que nous ayons en France beaucoup plus d'argent pour la recherche. Ici, à l'Institut de la Vision, il y a des chercheurs extraordinaires, il y a des gens qui sont complètement motivés, qui sont passionnés. Et donc, il faut leur donner beaucoup plus de moyens pour qu'on avance plus rapidement. Aujourd'hui, il y a 3 essais cliniques en cours ici en thérapie génique. Je crois qu'on est le centre au monde où il y a le plus d'essais en thérapie génique en ophtalmologie. Et il y en a 3 en préparation pour l'année prochaine. Mais ça implique une vraie plateforme de recherche clinique. Et on a eu la chance dans cet hôpital qui a cru à la recherche de créer donc, ce centre d'investigation clinique. On a la chance aussi qu'il y a des industriels qui croient à ce que nous faisons et qui croient aux besoins des malvoyants. Parce que sur les maladies rares, les maladies qui touchent très peu de personnes, ça n'est pas un marché au départ qui peut intéresser les industriels. Il faut les convaincre que c'est important. Il faut faire tout le travail préparatoire pour qu'ils puissent prendre le relais, professionnaliser les choses et investir. Et puis on a eu la chance d'accueillir des gens qui normalement ne sont jamais dans un institut de recherche sur la vision, qui sont des roboticiens, des gens qui fabriquent des robots. C'est très à la mode. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est comment faire voir des robots. Et donc les gens s'intéressent à fabriquer des caméras pour les robots. Mais la meilleure façon de faire des caméras pour les robots, c'est de les faire fonctionner comme nos yeux à nous. Donc il faut savoir comment fonctionnent nos yeux pour fabriquer des caméras qui fonctionnent comme nos yeux. On a eu la chance de participer au premier essai clinique avec des rétines artificielles qui avaient été conçues et développées aux États-Unis. Il y a un petit film que je vais vous montrer après qui montre comment un patient qui était complètement aveugle depuis 20 ans a retrouvé certaines capacités visuelles. Il faut rester très modeste par rapport à ça. Mais je vais juste vous montrer donc l'exemple de ce patient à qui on demande de quelques mois après son opération. Donc vous l'entendez là qui est en train d'essayer de lire cette phrase sur un écran. Donc il va vous la lire, pour ceux qui ne la voient pas, vous allez l'entendre, à la vitesse avec laquelle il peut la lire. Ah oui, son verre, son verre de vin. Voilà. Donc là, on voit sur cet écran comment la rétine voit les mots. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il ne voit qu'un morceau de lettre à la fois. Donc c'est très difficile, il y a tout un apprentissage à faire. Mais l'important, ça n'est pas tellement la lecture, c'est la capacité de reconnaître des objets, de s'orienter, de voir des formes. Et cette technologie vise évidemment à pouvoir traverser la rue sans rater les bandes blanches, en sachant éventuellement exactement comment être guidé, mais surtout reconnaître des visages. Il y a aussi une recherche qui se développe beaucoup aujourd'hui, tu en as parlé, c'est transformer l'électronique et tout ce qui sont les outils type smartphone et tout, non pas en facteur d'exclure supplémentaire, mais au contraire en assistant pour les malvoyants, parce que la même technologie, si elle est bien adaptée, au contraire, peut améliorer l'autonomie, à condition de prendre en compte la dimension handicap. Mais pour ça, il faut pouvoir intégrer dans ces technologies cette dimension handicap. Et tout ça, c'est très bien, mais nous ne sommes jamais sûrs que les technologies qui sont développées par des voyants, pour des malvoyants ou des aveugles, vont vraiment leur servir. Et aujourd'hui, avec les smartphones, avec un certain nombre de technologies, il faut faire en sorte que ce soit un objet simple, un objet non discriminant, que ce soit le même que celui de tout le monde, mais adapté aux usages des aveugles. Et ça, c'est beaucoup de travail, mais les seuls qui peuvent nous aider à le faire, ce sont les malvoyants et les aveugles, qui définissent les besoins et qui valident. Je vais vous présenter quelques projets d'expérimentation. Donc l'approche qu'on a eue pour convaincre l'industrie d'aller très vite et de suivre un peu ce que vous venez de dire, Gilbert, c'est de considérer qu'après 75 ans, il y a plus de 25% des personnes qui sont considérées malvoyantes et qui représentent une vraie niche représentative de la population senior. Donc là, c'est un exemple avec le groupe Casino. Donc 60% de la clientèle du groupe Casino a plus de 60 ans. Donc ils sont très intéressés par les approches d'accessibilité et d'adaptabilité des magasins pour attirer leur population cible. Donc le pari qu'on a fait avec eux, c'était de travailler sur les 20 produits marques distributeurs les plus commercialisés par le groupe Casino en France et de redesigner le packaging. Donc redéfinir un peu les priorités et la hiérarchisation de l'information sur le packaging pour qu'il soit accessible et visible pour tout le monde. On a couplé la technologie NFC avec ce qu'on a fait avec Casino. Donc NFC, pour ceux qui utilisent les transports en commun, c'est la puce qu'on a sur le Navigo pour passer les tourniquets. Et l'avantage de la puce NFC, quand elle est mise sur l'étagère, parce qu'on ne peut pas le mettre sur le
le produit, ça coûterait trop cher. Aujourd'hui, on récupère toute l'information qu'on veut via une connexion Internet. Donc on peut avoir de la synthèse vocale qui décrit le produit, la date de péremption. S'il y a des allergies, on peut avoir une information sur les produits allergènes et ainsi de suite. Donc là, c'était un projet avec Orange où on essayait de coupler le GPS à un téléconseiller. Donc le principe, c'était qu'il y avait un téléconseiller à l'Institut de la Vision qui pouvait suivre le déplacement de la personne aveugle cette fois, car sur son GPS, il y avait les caméras qui pouvaient suivre en temps réel son déplacement et elles pouvaient le guider. Donc aujourd'hui, ça paraît comme une grosse structure et c'est une structure qui ne peut fonctionner qu'en étant sans cesse en recherche de nouveaux programmes à développer, donc de nouveaux financements. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a encore tellement d'enjeux de malvoyance et de cécité, il ne faut jamais s'arrêter par rapport à ça.